Comme tu le disais à l'instant, la préoccupation de notre entreprise, qui a été créée il y a une centaine d'années, c'est justement de ne pas se retrouver dans la liste de celles qui ne seront pas citées parmi les grandes entreprises dans les 100 prochaines années, et donc d'assurer sa survie. Et en fait, on s'aperçoit bien que le digital, pour une entreprise comme la nôtre, c'est un moment de changement culturel absolument fondamental. Et que si on loupe ce moment, eh bien, on risque de se retrouver comme les 48 autres entreprises qui, il y a 50 ans, étaient dans le top 50 et le top 100, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. En fait, cette révolution digitale, c'est en train de bouleverser tout notre business model. On l'a vu, ça le bouleverse dans le domaine des contenus de manière assez forte, hein, puisque on est aujourd'hui, en termes de médias, on réfléchit à d'autres manières de communiquer, notamment avec des systèmes de communication comme ceux de Google. Ça le bouleverse dans la manière de commercialiser. Comment je vais vendre mes produits. On ne pense pas seulement à l'e-commerce, mais comment on travaille avec des nouvelles méthodes de commerce, ou comment on ne travaille pas, d'ailleurs, quelquefois avec de nouvelles méthodes de commerce comme eBay. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut, si on veut aller jusqu'au bout, et si on veut faire la transformation qui va amener une entreprise qui va se tourner vers le consommateur, qu'il faut aussi réformer, et c'est probablement ce qu'il y a de plus dur, l'organisation et la culture des gens. Parce que si vous voulez, pour nous, si je devais me comparer au monde de l'IT, je dirais qu'on est plutôt comme une entreprise comme Microsoft et on nous demande de devenir comme une entreprise comme Apple. C'est-à-dire dont l'essence est de se tourner complètement sur l'expérience consommateur, sur la valeur consommateur. Juste pour comprendre ce que je dis par là, il y a moi quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que finalement, chaque grosse entreprise dans le monde, les top 50, se disent elles sont propriétaires d'une catégorie. Nous, par exemple, on est propriétaire d'une catégorie qui s'appelle la beauté. Et quand on est propriétaire d'une catégorie, on se dit, c'est pour toujours. On a un titre de propriété, personne ne va nous le prendre. En fait, l'histoire du digital a montré que les choses étaient un peu différentes. Vous pouviez vous appeler Barnes Nobles ou la Fnac et être le propriétaire de la catégorie la vente de livres et vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Amazon, qui arrive de nulle part, qui n'existe même pas et qui devient, lui, dans le monde digital, le propriétaire de la catégorie. Vous pouvez faire la même chose sur la musique, vous appelez Universal ou Sony, ou sur les téléphones, être Orange et AT&T par exemple, vous êtes propriétaire de votre catégorie dans le monde, par exemple la communication dans le monde traditionnel, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qu'on disait en faillite pratiquement au moment du départ de Steve Jobs, et qui arrive de nulle part et qui va révolutionner complètement le monde et inventer une nouvelle manière de considérer le monde de la télécommunication. Donc l'enjeu pour une entreprise comme la nôtre, c'est effectivement de dire la beauté, elle va devenir digitale. Et il faudrait mieux, si possible, qu'on soit propriétaire de cette catégorie si on ne veut pas que ce soit quelqu'un d'arrivé de nulle part, qui n'est peut-être même pas dans le radar de nos concurrents, parce que c'est probablement pas un de nos concurrents, qui prennent cette catégorie demain. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à notre organisation et que toutes les valeurs qu'on a été admises comme acquises définitivement, il faut qu'on les change, et notamment la manière dont on travaille ensemble, qui est très marquée par une organisation, je n'allais pas dire carcérale, mais qui est très en silo et où il y a peu de transversalité, qui sont organisées par des marques et des produits, et se dire il faut qu'on travaille dans l'intérêt du consommateur, qu'on crée des réseaux entre nous dans l'intérêt du consommateur, qu'on pratique de l'ouverture et de la transparence. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qui a été dit sur tout ce qui est open et ouvert. Je trouve que c'est une des valeurs essentielles du digital. Et puis, il faut effectivement casser les silos. Et il faut finalement organiser notre entreprise comme le consommateur est organisé, c'est-à-dire avec les mêmes types de réseaux. Un monde qui est finalement plein d'instruments de technologie, mais un monde avec des instruments et de la technologie qui sert à s'interconnecter en termes de consommateurs, mais aussi en termes d'entreprise. Et c'est au travers de cette technologie et de cette interconnexion qu'on crée une ressource qui est très rare et qui fait l'innovation et qui permet toute cette créativité qui est l'intelligence. Donc considérer que notre employé, c'est pas seulement un employé, c'est aussi un consommateur, c'est aussi quelqu'un qui a une vie personnelle. Considérer que le process de fonctionnement, c'est pas simplement mon résultat à moi-même en tant qu'employé dans l'entreprise, mais c'est comment je suis capable de collaborer à des projets communs dans l'organisation avec d'autres, et que la technologie dans l'entreprise, oui,
mais aussi cette technologie qui est une ubiquité qui me permette, en termes de mobilité, ou éventuellement même quand je suis chez moi. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on évolue et qu'on essaye de transformer notre vision de notre collaborateur comme quelqu'un qui est en réseau avec les autres. D'abord, de lui permettre de maîtriser cette technologie et qu'il considère la technologie non pas quelque chose qui est réservé à des informaticiens dans un coin, mais qui est vraiment un business driver, qui est un moteur de créativité, une source d'innovation. La deuxième chose, c'est de se dire que la valeur de quelqu'un dans l'entreprise, c'est sa connectivité, la manière dont il est connecté, qu'il est connecté avec les autres. Alors c'est d'abord son profil, qui il est, quelles sont ses caractéristiques, pourquoi d'autres doivent se connecter avec lui, qu'est-ce que ses amis pensent de lui, mais aussi tout son réseau, ses mentors, ses pairs, mais aussi tous les gens en dehors de l'entreprise avec lesquels il peut être connecté, notamment des consommateurs ou des influenceurs. Et puis, c'est de promouvoir une forte collaboration, cette idée d'intelligence collaborative qui est de bâtir sur des synergies et essayer de ne pas réinventer ce que le voisin a déjà fait, essayer de combiner des structures forcément verticales, où on dit command and control, où on passe des ordres du bas vers le haut, à une structure horizontale, où on va gérer des structures fonctionnelles. Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui est dans notre structure digitale, quelque part fonctionnellement, il dépend peut-être du patron du digital au niveau global, mais peut-être que hiérarchiquement, il va dépendre de son patron de division. Comment est-ce qu'on combine ce genre de choses et comment on combine des intérêts collectifs et des intérêts personnels? Il y a un rôle fondamental des ressources humaines pour ça. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait absolument qu'on utilise la capacité des ressources humaines à nous aider à combler le fossé qui existe entre des employés dont on dit qu'ils connaissent très bien le digital et qu'ils ne le maîtrisent